On devrait déménager à Trollbourg. S'il te plaît, maman, on a toujours habité ici depuis que je suis née. C'est véritablement le meilleur endroit qui soit. Bonjour. Je parie qu'on n'aurait pas de voisins comme ça à Trollbourg. Il y a des courants d'air ici. Vous devriez vraiment fermer cette porte. Tout ce que je demande, c'est que tu gardes l'esprit ouvert. Tu pourrais trouver la ville plus sympa que tu ne le crois. Ça ne vaut toujours pas les régions sauvages et leurs créatures. Vraiment ? Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans la watchlist de Spoilers, notre format court dédié aux sorties récentes et moins récentes de séries. Ici Guillaume, et je suis ravi d'être aujourd'hui en compagnie de Jeanne, ma compagne. Comment vas-tu ? Eh ben ça va, et toi ? Bah ça va, écoute, je suis content de faire un podcast avec toi, ça change. Jeanne, tu es, pour nos auditeurs et auditrices, psychologue, ergonome, spécialiste en expérience utilisateur. À la base, t'es pas forcément ultra fan de séries, mais t'entretiens quand même un peu un rapport particulier avec ce format depuis petite. Je pense notamment à la série Oui. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Oui, ça m'a beaucoup marqué, effectivement. C'est des épisodes que je pense avoir tellement vus que je me suis rendu compte en les re-regardant récemment qu'en fait, je les connaissais par cœur, mais vraiment jusqu'aux répliques. Oui, il y a un univers un peu imaginaire et aujourd'hui c'est encore des éléments qui m'attirent dans les séries et qu'on retrouve justement avec la série dont on va parler aujourd'hui. Ouais, non mais c'est vrai que ça me faisait rire un petit peu de commencer ce podcast avec ça parce que on a un peu tous l'image, je pense, pour peut-être même les plus jeunes qui nous écoutent d'un oui en image de synthèse, un truc assez récent, mais en fait, si vous creusez, que vous allez chercher un petit peu, je crois que c'est sur YouTube du coup qu'on peut trouver les épisodes. Oui, déjà à la base c'est du stop motion et c'est vrai qu'il y a vraiment tout un truc un peu assez étrange. Je te voyais les re-regarder il y a quelques temps et c'est vrai que c'est assez particulier. Oui, comme série en fait, ça s'est un peu lissé au final, j'ai l'impression avec le temps, mais les premiers épisodes et les premières saisons en stop motion, il y a vraiment ce truc très particulier du stop motion, quoi. En fait, t'as toute la continuité, enfin c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est vraiment toute cette époque-là de dessin entre Bonne Nuit les Petits, Oui, t'as Aglaé, mais ça c'est la génération même d'avant, t'as Aglaé, Sidonie, La Maison de Toutou, et qui sont tous en stop motion et qui ont tous un peu ce charme et qui sont très calmes en fait. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans ces séries, c'est que c'est des séries très très calmes par rapport aux autres types de dessins animés qu'ont pu bercer notre enfance, quoi. Effectivement. Ça crie un petit peu moins que dans Dragon Ball ou Dragon Ball Z. Exactement. On aura peut-être l'occasion un jour de revenir sur ces séries, ces anciennes séries animées. En tout cas, voilà, évidemment, vous vous en doutez avec Spoilers, moi je regarde forcément pas mal de séries, certaines en solo parce que le sujet n'est pas forcément ta tasse de thé, mais on essaye aussi d'en regarder certaines ensemble et c'est vrai que voilà, vous rentrez un petit peu dans le making of quelque part de Spoilers et de l'avis de ceux qui le font, mais nous on a tendance tous les deux à avoir ce petit rituel notamment du dimanche où on a un peu un créneau privilégié pour regarder des séries d'animation. Donc on s'est fait pas mal de choses, de la saga Avatar au Prince des Dragons en passant par Gravity Falls ou Legends of Vox Machina. On essaye de retrouver à chaque fois ce petit sentiment d'aventure teinté d'humour, une certaine légèreté aussi, mais qui aborde quand même des thèmes, des émotions qui nous parlent. Et il y a quelques temps, effectivement, on a jeté notre dévolu sur Hilda, donc disponible sur Netflix. C'est toi qui m'en as parlé, mais moi j'étais pas particulièrement attirée visuellement. Je trouve vraiment que le dessin, à première vue, c'est vraiment pas un dessin qui m'attire, c'est pas du tout un univers visuel. Les codes couleurs sont très particuliers, on va sûrement en parler, mais il y a vraiment une gamme de couleurs qui est très minimaliste et qui est utilisée dans tout le temps. Et en fait, du coup, je trouve que dans le catalogue Netflix, du coup, c'est pas forcément une esthétique, moi, qui m'attirait, et je m'attendais pas du tout à ce super animé derrière, quoi. Je m'attendais pas du tout à vivre une aussi belle expérience juste au vu de cette vignette. Du coup, très très bonne surprise. Mais du coup, déjà, ça c'est vraiment, je trouve le premier point, c'est que à première vue, tu t'attends pas à ça.
Ouais, effectivement, on va y revenir, mais c'est vrai qu'on a mis du temps à vouloir regarder cette série qui passait un petit peu inaperçue dans nos recherches sur Netflix notamment. Alors, Hilda, qu'est-ce que c'est ? C'est une série d'animation adaptée d'une bande dessinée d'un auteur britannique qui s'appelle Luke Pearson. C'est 3 saisons, 34 épisodes en tout, de 24 minutes, et un film qui se situe entre la saison 2 et la saison 3. Au casting, on retrouve des actrices anglais et anglaises, principalement, peu connues à l'international, sauf pour le rôle d'Hilda, le rôle titre, puisqu'on retrouve Bella Ramsey. Alors pour ceux qui nous écoutent, ça leur parlera peut-être ou forcément, puisque c'est une actrice qui a explosé dans le rôle de Lyanna Mormont dans la série Game of Thrones, et qu'on a pu revoir ensuite notamment dans le rôle d'Ellie dans l'adaptation qui était très attendue de The Last of Us. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode que nous lui avions consacré, que nous avions enregistré dans le cadre du festival L'Ouest Hurlant l'année dernière. À noter aussi que la version française est plutôt bonne, nous c'est comme ça qu'on l'a regardé en version française, et que c'est donc Janelia Coadou qui donne vie à Hilda. C'est une doubleuse qu'on a pu notamment entendre l'année dernière dans le rôle de Syria dans Avatar, La Voix de l'eau, donc plutôt un rôle assez important. Pour finir ce petit tour de ce qu'est Hilda, qu'est-ce que ça raconte ? Alors on y suit les aventures d'une jeune fille, Hilda, fraîchement débarquée à Trollbourg avec Johanna, sa maman. Elle va y faire rapidement la connaissance de Frida et David, mais surtout d'un univers où les légendes nordiques sont loin d'être des mythes et où les monstres ne sont pas forcément ce que l'on croit. Voilà, c'est un peu le leitmotiv de la série. Hilda va vivre des aventures tout au long de ces 3 saisons et on va apprendre à découvrir avec elle et avec ses amis cet univers incroyable, souvent abordé d'un premier plan sur quelque chose qui va potentiellement être un petit peu effrayant ou monstrueux, mais on va vite découvrir en effet que derrière toutes ces mythes et ces légendes, il y a des personnages qui vivent, qui ont un quotidien et qui bien souvent ne souhaitent que vivre en harmonie avec ces humains, ces maudits humains presque, qui sont venus s'installer à Trollbourg et qui ont un petit peu colonisé cet espace vierge de mythes et de légendes. Tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, je me souviens comme toi qu'au début on a mis vraiment du temps à vouloir découvrir la série. On la voyait passer évidemment, mais les miniatures ne nous faisaient pas forcément très envie. Est-ce que toi, dès qu'on a commencé à regarder, t'as adhéré à la série très vite ? Du coup, pour l'aspect visuel, pas forcément. Déjà, il y a 2 choses. Il y a donc ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'il y ait vraiment un code couleur avec ce rouge, ce vert, ce orange, ce jaune. Enfin, je me trompe peut-être un peu, mais non, en gros, il y a le bleu aussi, du coup. Il y a 4 couleurs et tous les éléments de l'écran sont composés d'une de ces couleurs, enfin, sont illustrés via une de ces couleurs. Et il y a un mode nuit. Et donc ça, oui. Moi, c'est vraiment la chose qui m'a surprise. Et en fait, ce qui m'a plu, en fait, c'est peut-être en mode nuit que du coup, je me sentais un peu plus embarquée dans l'esthétique de la série. Donc il y a le mode nuit, donc dès le premier épisode, on bascule au bout d'un moment en nuit, et là, ça change vraiment l'atmosphère de la série. Et l'histoire, en fait, j'ai directement embarqué. Enfin, en tout cas, la série a réussi assez vite à m'attraper. Parce que en fait la manière dont sont présentés les personnages, je trouve qu'il y a une lenteur, enfin on prend vraiment le temps de présenter les personnages et le cadre de vie d'Hilda et de sa maman dans les premiers épisodes, et il y a très rapidement beaucoup d'émotions dans le rapport qu'elle peut avoir avec son environnement, et en fait moi ça m'a directement attrapée quoi. Et puis c'est un sentiment que j'ai ressenti pendant tout le suivi des saisons quoi. Ouais, non, effectivement, le style graphique, on peut dire qu'il est un peu style ligne claire, très BD en fait. Enfin bon, ça s'adapte, c'est adapté d'une bande dessinée, et on voit quand même que si vous faites l'effort entre guillemets d'aller chercher un petit peu des visuels de la BD sur internet, vous vous rendrez compte qu'il y a quand même un travail de redesign, on va dire, des personnages qui a été effectué entre la BD et la série animée. Mais c'est vrai qu'on est sur cette ligne claire avec des personnages cernés de noir, avec des aplats de couleurs, et c'est vrai que c'est assez marrant. Parce que, par exemple, pour l'anecdote, quand on voit les personnages de loin, ils sont vraiment dessinés en petit. C'est-à-dire que c'est pas le modèle du personnage qui a été réduit informatiquement. On sent qu'il a, comme s'il pouvait pas dessiner plus petit avec son crayon. Et donc, on a une représentation des personnages qui est très simplifiée, avec de petits points pour les yeux et un petit trait pour le... Ça, c'est trop rigolo. Pour le visage, c'est vraiment trop marrant, cette notion de 2 plans là et d'échelle, vraiment de dessin ultra simplifié, ouais.
Et c'est vrai que du coup, on a cette palette de couleurs qui s'exprime dans toute la série et qui ne varie pas vraiment finalement, hormis à des moments particuliers, dans des univers particuliers, puisque Hilda va explorer tout un tas de cultures, de personnages un peu différents, et parfois ils vont apporter aussi des petites variations de couleurs, mais c'est vrai que sinon c'est une série qui a vraiment une DA quelque part qui est très cohérente du début à la fin et qui ne varie pas beaucoup, hormis entre effectivement ce côté jour et nuit. Et c'est vrai qu'au début, ça peut paraître un peu plat, quoi. Oui, c'est ça. Et enfin, moi, je trouve que la contrainte, elle doit être énorme, en fait. Parce que quand, tu sais, t'as un coloriage et que t'as que 4 Oui. crayons de couleur, Ouais, quoi, clair, ouais. pour différencier des éléments les uns des autres. Enfin, moi, je me suis vraiment fait cette réflexion au début de me dire, mais ça doit être super galère d'avoir si peu de couleurs. Non, mais c'est vrai que du coup, il y a un côté très illustré, très livre illustré, plus que quelque chose qui se voudrait réaliste, quoi. On est vraiment dans un univers de dessin animé au sens le plus strict du terme. Et c'est vrai que moi, ce qui m'avait un petit peu rebuté au début, et ce que je te disais souvent dans les premiers épisodes, parce qu'on a une Hilda qui, je pense, doit avoir à peu près une dizaine d'années, et au début de la série, elle arrive vraiment dans Trollbourg. Il y a une petite mise en contexte où on sent que c'est une petite fille qui est débrouillarde, qui aime explorer par elle-même, qui est assez, qui vit dans la nature quelque part, hein, qui aime escalader, grimper dans les arbres, etc. Et donc elle arrive à Trollbourg, dans cette ville, dans cette capitale même, et forcément tout d'un coup elle doit se faire à ce milieu urbain. Et il y a un côté un peu passage obligé dans les premiers épisodes de Hilda va se faire des amis, ça ne va pas marcher. Hilda va à l'école, mais elle aime pas trop l'école, elle préfère aller dans la nature. Et c'est vrai que sur les premiers épisodes, moi j'ai eu vraiment ce sentiment de me dire, ok, en fait c'est vraiment une série qui est plutôt pour les plus jeunes, et pas trop à destination des adultes, dans le sens où je me disais, il y a pas trop de double lecture, il y a pas trop de plaisir en tant qu'adulte à regarder cette série. Et au final, c'est quelque chose qui va bien évoluer au fur et à mesure du temps, mais je trouve qu'il faut quand même bien une saison pour que la série prenne ses marques et que elle installe vraiment son univers, et que je trouve, en tout cas moi personnellement en tant qu'adulte, on va dire, je prenne du plaisir à suivre ces aventures, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et à la fois, moi, je trouve que avant cette étape-là de la première saison où Hilda, elle part vivre à Trollbourg, t'as déjà un peu une mise en bouche, enfin, t'as déjà un premier aperçu peut-être du potentiel de ce que tu vas pouvoir vivre avec Hilda après, puisque elle est déjà présentée, enfin, la série, elle est installée déjà à travers le premier lieu de vie. Donc quand elle vit dans la nature justement à l'extérieur de Trollbourg, et où là on va quand même déjà assez loin dans la relation avec certains personnages, dans la découverte d'un univers, et du coup moi je comprends ce que tu veux dire, et à la fois moi je me suis dit c'est juste une passade pour installer un petit peu comment elle ressent comment elle vit cette nouvelle vie à Trollbourg, voire même tu t'attends presque à ce qu'elle n'y reste pas, quoi, parce qu'effectivement tout est un peu hostile, enfin en tout cas ça correspond pas du tout à leur mode de vie. Du coup, une première saison, les 2 premières saisons font 13 épisodes, et la 3e saison fait 8 épisodes. C'est du coup une série qui a été un petit peu raccourcie sur la fin. Moi, j'ai vraiment commencé à apprécier. D'ailleurs, je crois que j'avais fait un tweet sur le X de Spoilers à partir de la saison 2, où vraiment je commence à comprendre que la série va un peu plus loin, on va dire, que ces petites situations que peuvent vivre ces enfants, puisque on commence à avoir des personnages qui sont tantôt un peu plus effrayants, moins noir et blanc, des personnages qui sont un peu plus gris, ou des personnages qui sont en tout cas un peu plus, dont on se doute pas de ce que ça peut apporter, un peu plus mystérieux tout simplement en fait. Et il y a surtout quelque chose qui me marque en saison 2 et qui est vraiment un truc qui est très important, je pense, pour comprendre la série, et qui pour moi est un point vraiment positif, c'est que la série a de la mémoire. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un truc dont on s'est rendu compte au fur et à mesure. Là où on pourrait être sur un format où un épisode, une aventure, parce que finalement c'est quand même un petit peu ça, Hilda, c'est une série dont les personnages vont se souvenir de ce qu'ils ont vécu, et même si c'est un détail ou quelque chose qui va apparaître en fond d'une scène par exemple, eh bien il va y avoir une vraie continuité d'un épisode à l'autre et d'une saison à l'autre, et il peut même y avoir, ça arrive dans la série,
qu'un personnage assez anecdotique d'un voisin, par exemple, qu'on a pu voir à quelques reprises dans les premiers épisodes, lui soit consacré tout d'un coup un épisode entier, notamment en saison 2. Je me souviens de ce voisin qui regrette, je ne sais pas si tu t'en souviens, de ne pas avoir dit à son amour de jeunesse ce qu'il pensait d'elle, et il va y avoir vraiment tout un épisode centré sur lui. En fait, c'est un personnage qu'on voyait en fond très régulièrement si on y prêtait attention, quoi. Et ça, je trouve que c'est un point hyper positif de la série qui crée vraiment le réalisme, ou en tout cas l'attachement qu'on peut avoir à cet univers, quoi. Et au final, t'as une liste de personnages de la série qui est quand même relativement restreinte, et chaque personnage est très développé. Chaque personnage, vraiment, aujourd'hui, t'es capable de t'en souvenir, t'es capable de lui associer vraiment une personnalité, des éléments de vie, et tu crées, Hilda, en tout cas, les personnages ont créé des souvenirs avec chacun des persos. Et d'ailleurs, à la fin, il y a un moment où on a l'occasion de revoir simplement visuellement la plupart des personnages de la série, et c'est là où tu te rends compte que déjà, la liste, au final, il n'y a pas tant de personnages que ça, et avec si peu de personnages, t'as quand même l'impression d'avoir vécu énormément, une grande diversité d'histoires et d'aventures au fil de la série, quoi. Ouais, carrément. On a vraiment plaisir à découvrir cet univers et à découvrir les personnages qui le peuplent, pardon. D'ailleurs, un petit point aussi qui est important, je pense, et qui a fait aussi qu'on a apprécié la série, c'est tout simplement la manière dont ces personnages sont caractérisés, puisque mine de rien, on a un personnage principal, donc féminin, Hilda, qui est assez loin des clichés, on va dire, des personnages féminins. C'est un personnage qui vit seul avec sa maman, et c'est pas du tout quelque chose qui est appuyé dans la série. On traitera un peu cette partie-là dans la saison 3 de la série, mais pendant 2 saisons, c'est ni un enjeu, ni un problème, ni une question. Elles vivent toutes les deux, elles sont très bien comme ça. Et il n'y a pas du tout de question, en fait, sur cet état de fait. Et en fait, ça crée vraiment des personnages qui sont, du coup, très originaux et qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir, que ce soit dans les séries live action avec des acteurs ou avec des personnages animés. Et ces 2 compagnons aussi qui suivent Hilda, même si au début on peut les trouver un petit peu clichés, parce que c'est presque un petit peu le trio d'Harry Potter qu'on retrouve quelque part avec du coup non mais c'est vrai, quand on y pense, il y a un peu du coup Frida qui est un peu l'Hermione, c'est-à-dire le personnage première de la classe qui est un peu celle qui a réponse à tout, et David, le personnage un petit peu gauche, un petit peu trouillard, qui est un petit peu voilà quoi, mais en même temps ils ont aussi leur étrangeté, ils ont aussi leur moment qui fait que ce sont des vrais personnage, c'est pas juste un cliché ou juste un stéréotype, quoi. Est-ce que ça c'est un aspect qui t'a plu? Enfin, je crois que c'est un aspect qui t'a plu. Oui, en fait, moi ce que j'ai aimé là-dedans, c'est le respect. Alors, je trouve que c'est une série qui est très respectueuse, et pour revenir à Oui Oui, c'est aussi des valeurs que j'apprécie dans ce type d'animé. C'est que il y a du respect en fait entre les personnages. Et justement, en fait, dans leurs différences, bon, ça paraît très bisounours de dire ça, mais je trouve ça appréciable, moi, de voir de jolies relations, que ce soit la relation plutôt filiale entre, du coup, la fille, la mère, puis plus tard la tante. La sororité à travers ces 2 amies, donc en tout cas l'amitié qu'elles ont toutes les 2, et aussi avec l'amitié du coup fille-garçon avec David. Et en fait voilà, même si chacun ont leur personnalité, chacun ont leur c'est jamais dépeint comme étant des défauts, mais en tout cas David effectivement est plus peureux, et donc parfois il a peur de certaines situations. C'est assez respectueux en fait, la manière dont a été écrit la série fait que ils restent dans un respect entre eux, et ça je trouve ça agréable. C'est une valeur que je trouve importante dans les dessins animés, enfin même dans les films, mais dans les dessins animés, le respect. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément systématiquement, et moi je sais que c'est quand cette valeur-là, elle a une place aussi importante, ça devient un dessin animé que j'ai vraiment plaisir à regarder, et qui devient un dessin animé détente où c'est beau à voir, quoi. C'est, même si c'est juste un dessin animé, en fait il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés.
comme on le disait, hein, l'affiliation, la sororité, les amitiés, le respect de la nature, c'est beau, il y a plein de moments contemplatifs. En tout cas, moi, je partage les valeurs de cette série et du coup, c'est une série que j'aime regarder parce que les personnages sont respectueux entre eux et je trouve ça agréable. Et quand t'es dans un moment un peu calme où t'as envie de te regarder juste quelque chose d'assez simple qui fait du bien, il y a de l'émotion et il y a du respect entre les personnages. Moi, c'est ce que j'attends de ce type de série, donc j'apprécie. Oui, c'est vrai que c'est une série, finalement c'est une série feel good, c'est aussi ça qu'on peut dire pour ceux qui voudraient la regarder, c'est que c'est une série qui fait du bien, c'est pas une série où vous allez, il n'y a pas de truc négatif en fait dans Hilda, c'est-à-dire que les situations vont être résolues et c'est souvent pas dans l'adversité ou le combat qu'elles vont être résolues, mais plutôt dans l'entente, l'écoute. Il n'y a pas vraiment de méchant dans Hilda. En saison 2, on va avoir un antagoniste qui est incarné par le chef de la police, on va dire, qui vient un petit peu créer comme ça ce rôle de personnage, un petit peu qui met des bâtons dans les roues, qui a des intentions un peu reloues. Qui est intolérant. Pour le coup, qui est intolérant et qui vient vraiment contrer les valeurs qui sont diffusées pendant toute la série, quoi. Exactement, mais qu'on nous présente tout de suite comme un personnage vraiment ridicule et qui, à la fin, du coup, va complètement... retourner sa veste en tout cas et se rendre compte que c'est un gros con, si je puis dire, et tous les personnages importants, tous les personnages qui changent l'histoire ou qui ont vraiment on va dire à 80% sont des personnages féminins, et c'est vrai que qui sont caractérisés d'une autre manière que comme étant la femme d'eux, la compagne d'eux, ou le comment on appelle ça, l'intérêt amoureux d'un autre personnage, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas du tout de... D'ailleurs, il y a pas c'est pas du tout un sujet. Non, mais et c'est vrai que c'est original quelque part, et en même temps ça fait du bien aussi parce que du coup on peut se concentrer sur tout un tas d'autres choses, et ces personnages féminins peuvent raconter d'autres trucs, vivre d'autres trucs, et le simple fait de masculin vont apporter une fraîcheur dans la résolution de ces situations, quoi. Donc rien que pour ça, c'est aussi une série qui est une bonne alternative à tout un tas d'autres dessins animés en fait qui sont dans un schéma plus classique, quoi. Et moi, j'ai été vachement étonnée en fait qu'elle ait été du coup réalisée par un homme, réalisée ou écrite. Vous regarderez, vous fact-checkerez, très dur à dire. En tout cas, c'est adapté effectivement d'une bande dessinée qui a été réalisée par un homme. Après, la série a été adaptée, donc réécrite et réalisée aussi. Et dans cette équipe-là, il y a des femmes. Voilà. Parce qu'en fait, moi, je me suis sentie vraiment... c'est vraiment une série qui m'a touchée sur tout un tas de sujets et qui m'a pas énervée. Il n'y a pas eu des moments... alors que c'est le cas pour, je trouve, la plupart des séries que je peux regarder un peu dans le quotidien quand je réfléchis pas en amont à quels sujets elles vont aborder, etc. Quand je regarde spontanément comme ça, il y a des moments qui me crispent, il y a des moments qui m'énervent. Et là, c'est une série où j'ai été assez étonnée parce que elle est effectivement très originale dans les sujets qu'elle aborde, en tout cas la manière dont elle aborde les sujets qu'elle aborde, et c'est une série dont je me sentais super proche, quoi, dans la relation des personnages, etc. Et donc ouais, j'étais assez étonnée, que j'avais l'impression que ça pouvait plutôt être une femme qui l'avait écrite parce que j'ai l'impression en tout cas que toutes ces situations sont traduites plutôt à travers un regard féminin, ouais. En tout cas, plus globalement, c'est une série qui a beaucoup de sensibilité. Et tu le disais tout à l'heure, sur le côté très proche de la BD, tu vois même un peu les bulles BD où on t'expose un paysage. Tu l'as vraiment dans la série, où en fait, il y a des moments vraiment assez longs, contemplatifs, du décor, quoi, ou de la scène. Et ça, c'est vraiment extrêmement plaisant aussi dans le rythme de la série, parce que en fait... t'es pas dans une sursollicitation cognitive d'une série qui te stimule, qui est presque fatigante, qui est, donc on le disait pas, un rythme qui peut convenir à beaucoup de gens, des gens qui ont besoin un peu plus de lenteur, et il y a cet aspect contemplatif un peu beau, quoi, qui est super agréable et qui fait vraiment du bien, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est une série qui prend son temps, et malgré
la simplicité de son dessin, parce qu'on est sur des choses qui sont finalement assez simples, hein, c'est pas très détaillé entre guillemets. Enfin, il y a beaucoup de détails, mais le dessin en lui-même est assez schématique. C'est quand même une série qui prend son temps pour créer des plans avec de la sensibilité, comme tu le dis, et des petites feuilles qui vont tomber des arbres, enfin un truc plus contemplatif et Ouais, il y a des petits détails, là, tu parles de la petite feuille, mais même en transition, des fois, ils utilisent des petites transitions de scène qui sont super touchantes. Enfin, Ouais. c'est des petits détails, mais en fait, je trouve que ça fait tout, quoi. Mm, mm. Et au-delà de ça, l'imaginaire, il est excellent. Enfin, l'imaginaire de la série, t'as vraiment l'impression de basculer dans la tête de la personne qui l'a écrite et de t'imaginer. Enfin, on comprend vraiment le délire qu'ils ont pu avoir dans certaines créations de personnages, de liens entre les personnages, à quel point ils renforcent et ils vont assez loin dans la manière dont ils creusent, notamment. Enfin, la manière dont ils creusent les personnages, notamment très rapidement dans la saison 1, Hilda est accompagnée par un tout petit personnage qui est invisible, qui est censé être invisible, mais grâce à la complétion d'un formulaire, Hilda a le droit de voir ce personnage. C'est un comment il le Je crois que dénomme ? c'est un elfe. je crois que c'est un elfe. C'est un hein, elfe. c'est la représentation des elfes dans cet univers. Et ouais. pour exemple, mode en fait, lutin, quoi, plus, mais... ouais, c'est ça. Et pour exemple, ce personnage, ils vont vraiment aller très loin dans ses traits de caractère, donc à savoir donc un personnage plutôt très obsessionnel, très rationnel, qui au final c'est même un peuple. Donc les elfes utilisent principalement des formulaires et ils formalisent tout. Et donc, ils vont très très loin dans l'utilisation de cette caractéristique-là à travers les différents épisodes. Et c'est génial, c'est assez ingénieux et c'est super original. Et ça se dépeint partout. Enfin, pour tous les autres personnages, ils vont très loin comme ça dans à quel point ils peuvent au maximum utiliser ce trait de caractère pour nous faire découvrir le personnage et l'appliquer à chacune des scènes, quoi. C'est un univers, on l'a dit un tout petit peu au début, un univers voilà, de fantasy, de légendes et de mythes nordiques. Donc vous aurez vraiment toute la panoplie. Du troll, du des fantôme, des elfes, oui, les des fantômes. géants. Les fantômes aussi, extrêmement original. Ouais. La représentation des fantômes, Mm-mm. je trouve ça... Moi, j'ai puis, adoré ça aussi. Ouais, tout un tas d'autres créatures un peu plus originales, comme du coup ces espèces d'oignons vivants qui vivent sous la terre et qui ont creusé plein de tunnels. Le bonhomme de bois. Le bonhomme de bois, le personnage, tout un peuple aussi qui va vivre dans les interstices, les petits espaces entre deux meubles et qui va en fait voyager comme ça dans cet espace entre les espaces qui du coup est qui un peuple à part des... entière en fait. Qui dérobe des objets. Qui dérobe des objets. On a le compagnon, on l'a pas cité, mais Hilda est en permanence accompagnée d'un petit animal qui est, je crois, du coup un renard cerf qui est assez mystérieux en fait, puisqu'on se demande un peu d'où il vient et tout, et qui aura le droit à son épisode hyper touchant, d'ailleurs peut-être pour moi un des plus touchants de la série, puisqu'on va savoir d'où il vient, on va savoir quel est son peuple, quelles sont ses capacités, etc. Les chapous, au tout début, les chapous aussi. Ouais, c'est assez marrant. Poux, les poux des elfes. Des chats de la taille d'un pou. Les chats des elfes. Du coup, vu que les elfes sont petits, leurs propres chats sont extrêmement petits, c'est les chapous. Et en fait, ça fait partie justement de quand on, à un moment donné, je crois que c'est un petit peu où chaque élève présente son projet, comme on peut le voir dans certaines séries où chacun a un projet, une construction, comme on a un volcan, exposé, voilà, un truc comme ça. Et je crois que c'est David qui a lui justement une culture de chapou dans un bocal. Et bon voilà, tout l'épisode va être un peu autour du fait que, enfin, une des parties sur le fait que du coup il s'échappe et tout ça. On n'en entendra jamais plus parler, mais à un moment donné, on se rendra compte en effet que justement le petit elfe qui accompagne Hilda, il a chez lui dans sa petite maison un petit chapou. Et du coup, ça rappelle à ces épisodes-là et ça fait que tout se tient et tout est lié. Et ça fait aussi partie de tous les petits détails qu'il faut regarder en arrière-plan dans justement la chambre d'Hilda aussi, dans lequel il y a des dessins qui font appel à d'autres épisodes. Là-dessus, c'est vraiment une série qui est très riche et vraiment, ils se sont donnés du mal, quoi. C'est généreux. Tu sens qu'ils ont vraiment
voulu travailler l'univers de leur série, quoi. Et après, t'as toute la sorcellerie aussi au bout d'un moment qui est introduite et qui du coup amène aussi tout un lot, notamment les fantômes et tout, c'est plutôt dans cet univers-là qui sont Il y intégrés. a un dragon, il y a... Le dragon-feuille. Il y a ouais. il y a des fées, enfin bref, en tout cas... On est servi en diversité de personnages. Chaque épisode présente soit un être un peu légendaire, mythique, soit un concept de science-fiction ou de fantasy ou fantastique. Donc c'est vraiment une série, pour le coup, qui va être très généreuse en imaginaire à chacun de ces épisodes, quoi. Peut-être un petit mot sur le film qui donc fait la transition entre la saison 2 qui se termine sur un twist, clairement, et la saison 3 qui va un petit peu référencer le film, mais sans plus que ça, et qui du coup peut presque se passer de ce film, mais qui quand même... moi, je trouvais au début, j'avais vraiment cette question de se dire, parce que des séries animées qui créent des films, c'est pas nouveau. Parfois, souvent, c'est pour clôturer une saga. On avait regardé du coup la saga Trollhunter avec donc qui se concluait sur un film qu'on n'avait pas trouvé incroyable d'ailleurs. Là, Hilda fait le choix d'avoir un film entre deux saisons, et moi je me demandais un petit peu, surtout par rapport au style graphique, qu'est-ce que ça pouvait apporter de plus finalement, puisque déjà il me semble que la fin de l'épisode de la saison 2 était déjà un épisode qui faisait plus d'1 heure, quoi. Mais il s'avère que le film est plutôt un moment sympa, et qui, on le sent, a plus de profondeur et des situations qui visuellement vont être un petit peu plus riches, je trouve en tout cas, que la série. Et surtout, on va explorer enfin, au bout de 2 saisons, le peuple des trolls, qui est un petit peu une menace, dont qu'on pense être une menace sur 2 saisons un petit peu lointaine et un petit peu inquiétante, puisqu'en gros, c'est vraiment les trolls nordiques qui, la nuit, se réveillent et le jour se transforment en pierre. Et Hilda va partir un petit peu à la découverte de ce peuple-là. Moi, j'ai plutôt apprécié ce film. Je sais pas si toi, t'en as un souvenir ou un... Oui, écoute, moi je trouve que ce film il est assez indispensable, puisque effectivement, comme tu le dis, les trolls sont premièrement dépeints comme étant la menace principale dans la série, et c'est grâce à ce film que on vient te faire entrer en empathie avec les trolls, de comprendre eux leurs enjeux, leurs origines, et tu changes vraiment de point de vue en fait à partir de ce moment-là, jusqu'à même au final la consistance même du film, l'histoire du film, c'est que on peut dire les choses dans oui. c'est que Hilda devient un troll, donc c'est le point de départ, le point de vue il est vraiment, on nous embarque vraiment dans le point de vue des trolls, quoi. Donc les humains du point de vue des trolls, et donc on inverse complètement les rôles, puisque les humains deviennent, sont cette fois-ci la menace principale des trolls. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve. En fait, ça, c'est le sujet principal de toute la série, parce que Hilda, c'est un peu ça. C'est systématiquement la rencontre avec un autre peuple ou une autre typologie de personnage, et c'est la compréhension des deux points de vue, et à travers la communication, comment on arrive à résoudre la difficulté, en fait. Et cette manière, en tout cas, d'amener les spectateurs et notamment les enfants à résoudre leurs difficultés, aujourd'hui, elle a particulièrement du sens, et d'un point de vue éducatif, elle est vachement intéressante, et même nous, adultes, en fait, de cette morale-là, de se dire qu'à travers la communication, à travers l'entente, à travers la compréhension de l'autre, on peut passer au-dessus de nos différends, quoi. Je pense que c'est ça. Moi, aujourd'hui, en conclusion, je me le représente un peu comme ça. Je me la représente comme ça, la série. Moi, j'ai pas trouvé ça flagrant, vraiment la différence entre le film et la série. Et effectivement, comme tu le dis, vu qu'il y a des épisodes qui sont très longs, peut-être la différence, c'est que là, vraiment, on est quand même sur une histoire. Peut-être c'est l'histoire, peut-être qui sort quand même de la série. C'est peut-être ça qui permettrait de te dire, si tu les regardes tous d'affilée, ça c'était un format un peu différent, mais sans quoi il y a une certaine continuité quand même. Oui, complètement. C'est vrai que c'est un peu étrange
le projet de faire un film à ce moment-là. Je pense qu'ils avaient envie de peut-être d'avoir... Je pense quand même qu'il y a plus de moyens, il y a clairement quelque chose, on le voit dès le générique, une patte plus cinématographique que la série, qui se voit, qui se ressent. Après, peut-être aussi que le film a une histoire dont l'ampleur pour à la fois les personnages et de manière plus générale pour ce petit pan de cet univers et pour Trollbourg. Et pour Trollbourg. Alors Guillaume, ça c'est un autre film, Oui, Trollbourg. moins pour enfants pour le coup. Pour Trollbourg en particulier et a une importance assez capitale. Mais c'est vrai qu'il s'insère bien dans la continuité. En tout cas, en effet, il faut le voir pour avoir vraiment plus d'informations sur les trolls, puisque c'est particulièrement dans le film en fait qu'on va en apprendre plus et qu'on va les voir, puisque sinon ils ne sont que un peu en bordure des histoires que l'on va suivre dans la série. Peut-être aussi pour revenir à un point que tu as abordé tout à l'heure dans le fait que la série a une mémoire. Moi, ce qui m'a paru assez original, c'est que en général, une série, les personnages grandissent parce que, en fait, les acteurs sont des humains et qu'ils grandissent et qu'en fait, la série s'adapte à ça. Là, pour un animé, on a aussi ça, on a aussi les personnages qui grandissent. Et moi, alors peut-être que... Mais moi, c'est pas commun pour moi d'avoir vraiment des personnages comme ça qui grandissent d'une série à l'autre. Et du coup, quand même, des thématiques qui, je pense, évoluent quand même un petit peu aussi. En tout cas, les relations évoluent un petit peu, les questionnements évoluent un petit peu. Effectivement, du coup, la transition est assez toute trouvée, puisque en effet, il y a un très léger saut temporel entre la saison 2, enfin entre le film pour le coup, et la saison 3, puisque on voit que les personnages d'Hilda, de Frida et de David grandissent un petit peu. Bon, c'est surtout notable par rapport au personnage de David qui change un petit peu de design. Et de voix. Et de voix française, puisque du coup, effectivement, David est doublé en saison 1 et 2 par la fameuse Audrey Pousseau, c'est ça ? Non, Dorothée Pousseau. Dorothée Pousseau, pardon. Il me semble, après moi j'ai pas vérifié, mais je reconnaissais sa voix. Si, c'est ça, ouais, j'avais vérifié, effectivement. Et par un homme, ou en tout cas un jeune homme dans la saison 3. Donc on a une petite évolution dans effectivement l'âge des personnages, mais c'est pas violent non plus, ils doivent passer peut-être de 10 à 12 ans, quoi, un truc comme ça. Ah ouais, moi je voyais plutôt vraiment, là t'étais dans l'enfance avant, et là t'es dans l'adolescence, quoi. Un petit peu plus, effectivement, ouais. Mais ça va surtout se matérialiser, en tout cas chez Hilda, avec un conflit avec sa mère, finalement. Je pense que c'est surtout ça qui va apporter un peu un changement, avec cette espèce souvent de relation un petit peu conflictuelle, puisque Hilda, au bout de 3 saisons, on a bien compris que c'était une enfant qui vivait des aventures et parfois qui pouvait, aux yeux des adultes, se mettre en danger. Et évidemment, sa mère, à un moment donné, va lui interdire tout ça, en tout cas va essayer d'avoir cette première réaction de qu'est-ce que je dois faire en tant que parent ? Est-ce qu'il faut que je lui interdise les choses ? Ah, si je lui interdis, je suis un monstre. Et d'ailleurs, ça s'est adressé dans la série, c'est plutôt intéressant. Parce qu'on a vraiment ce côté de cette scène assez classique de la maman, du coup, d'Hilda qui va la punir, la consigner dans sa chambre. Mais on va aussi voir la maman, du coup, d'Hilda dans sa voiture, qui va au travail ou je ne sais plus quoi faire, et qui va s'effondrer en larmes et qui va se dire, mais qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je fais bien d'être dur comme ça avec elle ? Et on apprendra d'ailleurs que sa mère avait, elle aussi, vécu des aventures quand elle était plus petite. Donc c'est vrai que on aborde peut-être un petit peu plus ces sujets-là avec le léger changement d'âge, mais toi t'as vu vraiment une différence, dis un peu ? Oui, je trouve avec l'introduction des personnages un peu maléfiques dans les rêves, je trouve que là, peut-être le côté un peu plus, pas noir, mais en tout cas un petit peu plus, entre grands guillemets, inquiétant, angoissant. Il arrive peut-être plutôt avec ces périodes-là, et du coup, je trouve que ces personnages-là, là, des rêves, comment elles s'appellent ? Je sais pas comment elles s'appellent, tu sais. Oui, alors ça, c'était en saison 2, pour le coup. C'est avant, ça ? Les adolescentes, ouais, c'est dans la saison 2, les adolescentes qui, terrorisent les enfants de la ville. Non, alors du coup, je me trompe un peu dans ma perception de ça, parce que pour moi, ça venait un peu au même moment, et du coup, il y avait un côté vraiment un peu, on plongeait un peu dans l'adolescence, quoi, parce que ces personnages-là, elles font plutôt adolescentes, effectivement. Mais en tout cas, bon voilà, il y a a priori de ce que disait l'auteur. On peut trouver facilement une citation de lui qui dit que, en gros, malheureusement, il déplore que, mis à part les fans de la BD et les critiques,
peu de monde regarde Hilda, et donc c'est une série qui s'arrête au bout de sa 3e saison, une saison qui est donc raccourcie en 8 épisodes, poursuit en tout cas ce que faisait la saison 2, des situations variées, des concepts intéressants, beaucoup de personnages qui reviennent aussi, l'introduction enfin presque, j'ai envie de dire, mais comme on l'avait dit précédemment, c'était pas du tout nécessaire, mais en tout cas l'introduction du père d'Hilda, qui d'ailleurs en tout cas nous dans notre visionnage avait été un tout petit jeu de piste, puisqu'à un moment donné Hilda rencontre un homme qui est un des gardiens, on va dire, des murs de la ville, et moi j'avais trouvé qu'il avait une petite coloration légèrement bleue dans les cheveux, et je m'étais dit je suis sûr que c'est lui son père et tout, on va en savoir plus. Ben pas du tout, voilà, son père c'est quelqu'un qui débarque en saison 3, et d'ailleurs la série a un petit clin d'œil tout à la fin de la saison, entre justement un tout petit échange entre ces deux personnages, et moi, quand j'ai vu ça je fais oui, ok, il le savait qu'on se douterait peut-être que ce premier personnage masculin pourrait être le père aux yeux des spectateurs d'Hilda, mais en tout cas voilà, c'est un nouveau personnage qui arrive, plus de famille en fait dans cette saison 3, hein, la tante de la maman du coup d'Hilda aussi qui intervient, d'où vient la maman, quelle est l'histoire de cette famille en fait, quoi. Ce qui est bienvenu, parce que pour le coup effectivement la maman c'est le seul personnage qui n'est pas du tout qu'on ne connaît pas en fait dans les 2 premières saisons, on la connaît pas, on sait même pas très précisément ce qu'elle fait quelle est son activité du quotidien. On le découvre au bout d'un moment parce qu'elle a un nouveau projet qui arrive, mais ça reste un personnage un peu fonction, ouais. Voilà, tout à fait. C'est vrai. Et donc c'est une saison 3 qui, c'est souvent un petit peu aussi la crainte, comment terminer une série, hein, c'est souvent l'enjeu. Moi je trouve que c'est une série qui se termine bien, dans le sens de tout est clos, et en même temps la fin est une fin plutôt positive et plutôt joyeuse. On n'a pas un sentiment de frustration, hormis le fait qu'on ne verra plus du coup d'aventure d'Hilda passer ses épisodes finaux, mais je trouve que c'est une série qui se termine bien, quoi. Il y a un côté tellement généreux en fait dans le fait que chaque épisode, t'as vraiment pas l'impression d'un petit épisode de dessin animé. Vraiment, tu vis plein de choses, tu découvres plein de choses. Il y a un côté vraiment ultra complet qui fait que effectivement, moi, je suis pas du tout restée sur ma faim, parce que j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir été très alimentée quoi dans cet imaginaire, d'avoir découvert beaucoup de choses, d'avoir compris les personnages. Donc moi, je me demande si c'est pas... Enfin, moi, je trouve ça vraiment très étonnant, en fait, que cette série, elle ait pas particulièrement fonctionné. Parce que, vraiment, moi, j'ai pas de souvenir d'avoir autant eu plaisir à regarder une série. Tu as cité toutes les séries qu'on a regardées ces dernières années, mais franchement, j'ai pas eu autant de plaisir que pour Hilda, et donc je me demande est-ce que la mise en avant Netflix, j'en reviens un peu à la vignette du début, mais vraiment le côté attractif de cette vignette, ou peut-être juste simplement sa communication, hein, mais c'est très étonnant qu'elle ait pas attiré beaucoup plus de monde, quoi. C'est simple, hein, je suis régulièrement, tous les jours, sur les réseaux de spoilers. Je vois beaucoup de choses passer en termes justement de communication. Je n'ai jamais vu passer une seule communication de Netflix pour Hilda, que ce soit les premières saisons, le film ou la dernière saison qui a été diffusée en fin d'année dernière. Donc c'est sûr que en termes de communication, je pense que la série n'a pas été très portée par Netflix. C'est dommage. De toute façon, la série est disponible sur Netflix. Donc, tant que Netflix ne la supprimera pas de sa plateforme, ce qui arrive peu. Là, l'avantage, c'est que à Hilda, c'est une série qui peut se regarder de A à Z. Vous allez avoir toute l'histoire, et puis demain peut-être avoir l'envie de regarder et d'aller acheter les bandes dessinées pour avoir un petit peu plus d'informations, ou en tout cas une version un petit peu alternative de ce qu'on a pu voir dans la série. Je sais pas trop, effectivement, je me suis pas renseigné sur les BD. Je sais pas si ça adapte ou si la série est quelque chose de parallèle à la bande dessinée. Voilà. Bon, vous qui nous écoutez, dites-le nous sur les réseaux. Peut-être que vous êtes fan des bandes dessinées, vous avez aussi regardé la série, et auquel cas, dites-nous si l'adaptation était réussie ou pas. Mais au moins, en effet, c'est une série, et à travers ce podcast, on en fait la promotion, que l'on peut regarder et qui est... Placée familiale, dans le sens où nous... et ça peut tout à fait être mais pour les enfants, du fait qu'elle soit douce, sensible, et qu'elle ait un rythme qui soit relativement
tranquille, on va dire. Je pense qu'elle est aussi assez adaptée, alors pas à des tout petits, mais en tout cas, je pense qu'aux alentours des 8 ans, enfin, faudrait voir et avoir des critères un peu plus fiables pour estimer ça, mais je pense que les enfants peuvent se faire embarquer aussi facilement dans cette série. Bah, a priori, effectivement, j'avais pu en discuter un petit peu avec Guigui du podcast Le Cadran Pop, un autre podcast de notre label Bonus Track, en plusieurs fois avec ses enfants. Donc c'est, comme tu le dis, une série qui passe très bien, je pense, avec des petits et avec ce multiple niveau de lecture, on va dire, qui fait que même nous, en tant qu'adultes, on peut aussi apprécier la série. On va conclure tranquillement cette watchlist. On aime bien conclure avec une petite recommandation. Là, je pense qu'il y a quelque chose, moi en tout cas, qui m'a traversé un peu pendant tout le visionnage d'Hilda, et j'aurais aimé presque voir un crossover entre ces deux univers. C'est peut-être que si vous avez aimé Hilda, vous pouvez aller voir Gravity Falls. C'est peut-être quelque chose qu'on peut conseiller aussi. Alors, on n'est pas tout à fait dans le même délire. On est sur l'aventure, voilà. On est sur le fantastique. 2 enfants en héros. Mais Hilda, on n'est pas sur de l'humour comme les Gravity Falls. Ouais. Il y a quand même une teinte qui est un peu différente. Et sur la sensibilité, on n'a pas... Moi, c'est pas un monde aussi sensible, quoi. Mais oui, c'est assez proche. Un petit peu plus trash... quelque part dans Gravity Falls, même si ça reste encore raisonnable, mais on est dans un univers qui est plus bizarre, plus ado, un peu plus un peu plus rock, quoi, un petit peu plus un petit peu plus graphique, mais c'est vrai que ce côté de cette troupe d'enfants qui part à l'aventure, dans Gravity Falls, c'est principalement du coup un frère et une sœur qui ont sensiblement les mêmes âges, on va dire une dizaine d'années, 10-11 ans, et qui sont accompagnés parfois d'un peu plus grand qu'eux, un peu plus déjantés, mais c'est vrai que souvent je me disais en regardant Hilda, ça serait marrant, ça aurait été marrant qu'ils fassent un crossover entre ces deux séries et que l'une apporte ce que l'autre n'a pas quelque part. Gravity Falls, du coup, c'est 3 saisons aussi, il me semble, plus quelques courts métrages, une série de courtes pastilles, et par contre c'est sur Disney+. Voilà. Mais on avait passé aussi un bon moment à la regarder, et c'est aussi une série qui se conclut, qui a un début, une fin, il y a plein de mystères. C'est aussi une série qui se souvient de ses épisodes avec ses personnages qui sont récurrents d'une saison à l'autre. Donc c'est pareil, c'est bon. Gravity Falls, c'est beaucoup plus ancien puisque c'est une série qui avait été diffusée à l'époque sur Disney, sur XD à la télévision, et donc qui a été rapatriée sur Disney+. Voilà. Mais c'est une série qui a pas vieilli franchement et qui est tout aussi, je trouve, recommandable. Moins adaptée aux plus jeunes, par contre. Un petit peu moins adapté aux plus jeunes, effectivement. Voilà, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va conclure cette watchlist. Merci Jeanne de ta présence. Merci Guillaume. Parler de cette série. D'échanger sur nos visionnages. Non, mais je trouve que c'était intéressant aussi. Je pense que dans Spoilers, on n'a pas été beaucoup, peut-être même que personne l'a vu, donc j'avais fait un format sur 1899 en solo que j'avais plutôt bien apprécié, mais là je trouve que c'était intéressant d'avoir ton point de vue aussi justement pour cette série qui était aussi plus sensible et voilà, et qui apporte aussi avec ton regard qui est aussi intéressant, je pense, à communiquer pour vous qui nous écoutez. En tout cas, merci à tous et à toutes justement de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez l'envie. C'est encore une fois, en 2024, on le dit à chaque fois, la meilleure manière de nous soutenir. Donc n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, à en parler et à diffuser la bonne parole et à regarder surtout des super dessins animés comme Hilda. Merci à celles et ceux qui ont déjà fait ce petit geste de nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Et à bientôt dans de nouvelles watchlists. Salut. À bientôt. Bonus Trax. Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes. Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des légendes. Avec une équipe d'experts différente à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure.
Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane Lafay, Elric de Meldibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des légendes, une émission disponible sur le flux Dommage collatéral, un podcast du label Bonus.